Alors, merci à tous les nouveaux venus, y compris aux oiseaux des îles. Bon, eh bien, ça fait plaisir de voir comment ça se renouvelle à chaque fois. Saint Internet, puisque à chaque fois que je pose la question « Comment est-ce que vous avez connu ?», on me répond « Internet, Saint Internet ». On en profite tant qu'on peut. Donc, merci à vous toutes et tous d'être venus. Ce que je vous demanderai, comme toujours, c'est de faire connaître, puisque nous ne pouvons compter évidemment ni sur la grande presse, d'ailleurs j'y tiens pas du tout, je ne tiens pas à me faire trop connaître de ce côté-là, mais y compris dans ce qu'on appelle nos milieux. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'escroquerie démocratique. Et sans doute, vous pouvez vous demander pourquoi je reprends ce sujet, que j'avais déjà en partie traité dans ma précédente conférence, pas la dernière, mais une des dernières, sous le titre de « La démocratie pourrit tout, détruit tout ». Et si je repris ce sujet, c'est que le spectacle des affrontements pour les prochaines présidentielles démontre vraiment une fois de plus ce qu'est réellement la démocratie. Et qu'il est toujours bon de revenir là-dessus pour faire comprendre ce qu'il y a derrière cette escroquerie. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai décidé, comme vous aurez pu le voir sur Internet, sur Facebook, dans mes communiqués de notre site, par gaieté de cœur que j'ai décidé d'appuyer François Fillon. C'est que dès le début, une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que curieusement, concernant quelqu'un comme lui, issu du système, visiblement, le système faisait tout pour le rejeter. Et ça doit vouloir dire quelque chose. Donc, on va essayer d'analyser tout ça dans ce cadre de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ça va être un enjeu majeur. Et pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, comme toujours, il faut remonter en arrière sur les prémices de la situation et je vais devoir une fois de plus revenir sur ce qui s'est passé avec la Révolution dite française de 1789. Car c'est là que tout bascule. Et je vais me répéter, mais comme il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent, il faut évidemment répéter. Et puis même pour ceux qui connaissent le sujet, il est toujours bon de marteler, marteler, marteler. Donc, avec l'interdiction des corporations et des corps intermédiaires par la Révolution triomphante en 1791, avec la loi d'Isaac Le Chapelier, les décrets à l'Arne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe l'interdiction des corporations et des corps intermédiaires, qui en fait était le trait d'union entre le monde du travail au travail, donc qui donnait un avis fondé sur ce qu'il vivait de par son travail, et le niveau de décision au niveau supérieur qui était la monarchie à l'époque. Et donc par cette décision de la Révolution de supprimer les corporations et les corps intermédiaires, on va remplacer ce vote organique du citoyen, du travailleur, par un vote qui devient inorganique, puisqu'à partir de là, on lui demande de voter sur des sujets qu'il ne connaît qu'au travers de la vraie représentation médiatique.
Et c'est là que tout bascule réellement. Donc, on se trouve devant une transformation de la qualité de vote du citoyen, qui n'est plus basée sur son expérience personnelle, mais sur la représentation des faits qu'on lui donne. Et à partir de là, ce qui est dit dans la presse devient une vérité que l'on ne peut même plus contrôler. Ça devient un montage. Le citoyen devient victime d'une programmation intellectuelle. Et tout cela a été fait sous prétexte de donner, soi-disant, une liberté aux citoyens. En fait, ce n'est plus qu'une liberté abstraite qui ne représente plus la réalité. Alors, je vous demande de vous pencher un moment, de réfléchir sur ce phénomène qui naît à ce moment-là, puisque désormais, c'est par la presse que le citoyen forge son opinion. Qui tient la presse? Quelle force tienne la presse? Et immédiatement, vous comprendrez que qui tient la presse tient l'opinion du citoyen. Voilà la démocratie inorganique sous laquelle nous vivons aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas compris cela, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe aujourd'hui et à cette descente aux enfers de notre pays, pas simplement de notre pays, puisque c'est un phénomène universel depuis la dite révolution de 1789. Alors, on pourrait se dire, oui, mais quand même, la presse doit être indépendante, etc. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas l'être. La presse telle que nous la vivons aujourd'hui, depuis cette époque-là, ça demande des fonds, et des fonds de plus en plus importants. Des journaux, la télévision, la littérature, les films, tout ce qui est moyen d'expression et de formation ou de formatage, c'est plus exact, du citoyen. Alors que autrefois, pour que le citoyen se fasse une idée sur les sujets qui le concernaient directement, il n'y avait pas besoin de presse, puisqu'il était au contact de la réalité. Donc il n'y avait même pas besoin d'intermédiaire. Ça se faisait tout seul. Pas besoin de presse. Pas besoin donc de capitaux pour financer cette presse. Si ce n'est pas suffisamment clair, vous me le direz, j'essaierai d'améliorer la formulation. Donc voilà, et en résumé, tout cela pour en arriver à dire que qui tient la presse tient le citoyen. C'est aussi simple que cela, et c'est cette constatation qui allait amener, à la fin du XIXe siècle, l'écrivain Sainte-Beuve, constatant le phénomène, a déclaré, je cite, que l'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes, mais il raisonne juste sur des bases fausses. Donc vous voyez, selon la présentation des faits, le citoyen qui n'est pas intrinsèquement mauvais ou pervers va raisonner juste sur des bases fausses. C'est mathématique. Et en mathématiques, si vous donnez une base fausse, vous aurez un résultat mathématiquement faux. C'est exactement la même chose. Et c'est ainsi que le citoyen est amené, sans qu'il s'en rende compte, à voter contre ses propres intérêts. D'où la descente aux enfers du pays, au travers de ses propres intérêts qui sont bafoués.
Et il y a tout de même des gens qui réfléchissent. J'ai déjà cité cette citation aussi, je vais y revenir encore une fois, parce qu'elle est fondamentale, cette réflexion de Jean Gandois, qui était le président du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, qui dans le rapport pour le 11e plan disait ceci. Rendez-vous compte de la signification de sa phrase, de sa déclaration. Le travail et le capital national ne sont plus au service de la nation et des siens. Ah bon? Et alors au service de qui? Donc vous voyez, quelqu'un qui était tout de même aux affaires, qui constate que le travail et le capital national n'est plus au service des siens. Vous vous rendez compte ce que cela veut dire? Et c'est pourquoi, vous l'aurez sans doute compris, pourquoi les concepteurs de la Révolution dite française avaient besoin de supprimer les corporations et les corps intermédiaires pour pouvoir faire ce montage frauduleux des élections avec le bulletin de vote. Il y a un autre élément destructeur qui a découlé de la Révolution. C'est une autre notion, une autre conception de la nationalité, qui devient non plus charnelle et héritée, mais idéologique. Et c'est là que l'on voit le basculement, où l'on va passer de la transposition du droit du sang, qui était à la base de toutes les sociétés anciennes, dans une nouvelle notion qui devient la notion de droit du sol. Et c'est à travers cette notion de droit du sol qui a été imposée par le Grand Orient de France en 1887 que l'on voit le découplement des méfaits de l'immigration-invasion. Tout étranger qui naît, enfin 6 d'étrangers nés en France, devient automatiquement français sans avoir à le demander. Vous savez très bien, tout au moins les plus anciens qui viennent régulièrement, ou qui sont abonnés à la politique ou qui lisent mes livres, que je n'ai absolument rien en tant que nationaliste français contre le fait que des gens qui ne sont pas français de sang puissent le devenir, en fonction de leur mérite et de leur fidélité. Mais certainement pas parce que par hasard d'une naissance, ils sont nés sur le sol national. Il faudrait au moins qu'ils le demandent. Et éventuellement quand même qu'ils le méritent. Or, tout ça n'arrive pas, évidemment, par hasard. Parce que, en fabriquant des Français, mais c'est vrai pour les autres pays, c'est la même chose, de gens qui ne viennent ici que par intérêt matériel, parce qu'ils vivent trop mal chez eux, bien que décolonisés. Et en fait, ce qui pousse à l'évolution de la société vers une dictature mondiale, ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, ont besoin de gens déracinés de leur réalité nationale. Et je crois que s'il y a autant d'immigrés, musulmans ou musulmanes, qui adhèrent à mon discours, c'est parce qu'ils se rendent compte eux-mêmes des méfaits de cette démarche mondialiste qui font d'eux des déracinés, qui se trouvent entre deux mondes,
entre leur pays d'origine et le pays qui les accueille, bon gré, mal gré. Et ça, c'est un drame pour les deux communautés, alors que l'on pourrait faire fonctionner les choses bien mieux, justement, par une adhésion volontaire, motivée, et qui permettrait, tout au moins dans un nombre limité de personnes, à fondre progressivement une masse de personnes issues d'autres origines que l'origine nationale. Et c'est ce qui s'est toujours fait à travers l'humanité. Il y a toujours eu des apports extérieurs. Eh bien non, avec cette avalanche, on crée des ghettos et on crée les conditions d'affrontement entre communautés. Et tout le monde va en être victime. Donc de ce processus révolutionnaire qui naît avec la Révolution et avec cette évolution vers ce mythique droit du sol contre le droit du sang, émerge une autre notion de la nation, opposée à la nation héritage, qui est la notion de nation idéologique. Et pour vous faire toucher du doigt cette démarche, je vais revenir sur une citation que j'ai déjà donnée dans le complot mondialiste et dans mon opuscule sur Sarkozy ou la mort programmée de la France, cette citation d'Éric Besson, qui fut un ministre de Nicolas Sarkozy, qui déclarait dans Le Parisien du 5 janvier 2010, écoutez bien, et vous verrez la similitude avec un certain Macron d'aujourd'hui. La France n'est ni un peuple, ni une langue, ni un territoire, ni une religion. C'est un conglomérat de peuples qui veulent vivre ensemble. Il n'y a pas de Français de souche, il n'y a qu'une France du métissage. Et on va où avec ça? Où est le lien national? Où est la communauté de destin? Et n'était-ce pas la suite de l'incantation de Nicolas Sarkozy le 17 décembre 2008 à l'école polytechnique, qui déclarait « L'universalisme de la France est basé sur le métissage. Le métissage n'est pas un choix, c'est une obligation. Nous devons changer et on va se mettre des obligations de résultats. Si ce volontarisme républicain ne fonctionne pas, il faudra que la République passe alors à des méthodes plus contraignantes encore. Vive la liberté! Mais des métissages, il y en a toujours eu. C'est individuel. Mais pourquoi faut-il faire une loi pour ça, pour forcer les gens? Pourquoi? Qu'on laisse faire la nature, qu'on laisse faire les sentiments. Mais c'est cette volonté de tout mélanger, de briser toute notion de sentiment d'appartenance qui est sous-jacent à cette démarche. Donc vous comprendrez qu'avec cette optique, l'appartenance nationale ne définit plus l'individu. Ce qui définit désormais l'individu, c'est l'idéologie, et dans cette logique, la nation héritage doit disparaître. Puisqu'elle n'est plus ni le cadre, ni la référence du citoyen. C'est donc au nom de ce qu'ils appellent les valeurs de la République, dont ils ne cessent de se parer, que s'est élaborée et développée cette notion de nationalité qui tourne le dos à notre héritage national pour créer un homme nouveau,
détaché de son passé et édifié sur une conception abstraite de l'homme. Faire des êtres humains des gens déracinés de leur communauté d'origine sans arriver à les intégrer dans la nouvelle communauté dans laquelle ils sont arrivés par hasard. Donc formater un homme indéfini que l'on formatera à volonté sur le plan des idées, sur le goût vestimentaire, alimentaire, etc. Formaté dans tous les domaines. Et là encore, petit rappel de la Révolution dite française, qui a été à l'origine de cette notion, avec ce que l'on appelait déjà à l'époque, dans l'avant-révolution, l'utopie de la République universelle. Qui, sinon des étrangers, qui étaient les acteurs de cette dite révolution, qui n'étaient pas françaises. Les Rabsay, les Klotz, les Weishaupt. Oui, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire quand on la creuse un petit peu au-delà des livres de Mallet et Isaac. C'est que tout s'enchaîne logiquement. Et on trouve, vous savez, dans ma démarche politique, en fait, je n'ai aucun mérite. J'applique en politique les méthodes que j'appliquais quand j'étais médecin. Constater des symptômes, remonter aux causes pour essayer de traiter les symptômes. C'est aussi simple que ça. En politique, c'est la même chose. Maladie du corps humain, maladie du corps social. La démarche est exactement la même. Donc, à part les intermèdes de la restauration, si peu restauration d'ailleurs, ou l'intermède de l'État français du maréchal Pétain, on est allé de fausses notions sur la nationalité en fausses notions sur la nationalité. Et donc, tout est fait pour tromper les électeurs sur l'implication de ces votes qui a une incidence sur la vie politique et sur son avenir. Et, bon, vous savez tous plus ou moins tout de même que l'une des premières étapes aujourd'hui, dont nous vivons aujourd'hui les conséquences, ça a été la constitution de l'Europe communautaire. Et un des mondialistes bien connus, Jean Monnet, qui a participé avec De Gaulle lors du gouvernement provisoire à Alger à réintroduire le décret Crémieux, disait déjà à l'époque, quand on a commencé à parler de l'Europe communautaire, que cette Europe n'était qu'une étape vers les structures de l'avenir. Donc, pour les mondialistes, l'Europe n'est qu'une étape. Le but final, c'est cette dictature mondiale qui n'ose pas dire son nom. Et alors, je voudrais faire un petit rappel sur le plan de la pure logique. On nous a créé un traité de Schengen. Or, je suppose que vous savez que le traité de Schengen dispose de la libre circulation des citoyens au travers de la communauté européenne. Je ne me trompe pas. Bon. Alors, voulez-vous me dire de quel droit est-ce qu'on interdit à des migrants, ou à des immigrés, si vous préférez, de ne pas aller en Angleterre, rejoindre leur famille, et qu'on les bloque à Calais? Où est l'erreur? Alors, il y a traité de Schengen ou il n'y a pas traité de Schengen de la libre circulation des personnes? Vous trouvez pas joli, ça? C'est beau, la démocratie. Au nom de la liberté, bien entendu. Ça mange pas de pain. Je ne sais pas s'il y a des Calaisiens parmi nous aujourd'hui,
Mais s'il y en a, ou si vous connaissez des Calaisiens, faites-leur cette réflexion. Qu'ils disent ça aux hommes politiques, ils viennent les rassurer. Le seul moyen de les rassurer, c'est de laisser passer ces gens qu'ils aillent en Angleterre. Donc vous voyez, c'est tout de même très amusant de voir les contradictions internes de ce système qui est basé sur le mensonge, des fausses apparences. Et je vais revenir aussi sur un autre aspect de cette escroquerie, de cette démocratie inorganique, celle du vote sur la Constitution européenne. Vous savez, je suppose que vous le savez quand même, que ce vote pour la Constitution européenne proposé bien imprudemment, d'ailleurs ça a été une surprise, bien imprudemment par Jacques Chirac au suffrage universel des citoyens, c'est-à-dire par référendum, a été repoussé par une majorité de 54-68% des suffrages exprimés, et on aurait pu en rester là. Le peuple avait décidé, le peuple. Quand on est démocrate, tout de même, en principe, ça doit vouloir dire quelque chose. Ah, mais non. C'est mal connaître ce qu'est réellement la démocratie. En fait, le vote du peuple n'est valable, pour ceux qui sont derrière cette démocratie inorganique, que dans la mesure où la décision du peuple va dans le sens des intérêts de ceux qui sont derrière la démocratie. Et si ça ne va pas dans ce sens-là, eh bien on le fera revoter jusqu'au moment à obtenir le résultat désiré. C'est ça la démocratie. Vous comprenez le pourquoi du titre de ma conférence d'aujourd'hui, l'escroquerie démocratique? Et qui a fait cette magnifique arnaque? Un individu pour lequel tous les gens, enfin beaucoup de gens de droite, ce que j'appelle les bien-pensants, ont voté, un certain Nicolas Sarkozy. Voilà ce que vaut le vote populaire quand il n'est pas conforme. Alors, autre chose, à cette occasion qu'il faut faire remarquer aussi, c'est que M. Nicolas Sarkozy aurait dû, en toute honnêteté, faire voter les Français sur le nouveau texte qui avait pris le nom de traité de Lisbonne par référendum. Or, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur du résultat. Et il ne l'a fait passer que par le biais des députés. D'où démonstration supplémentaire de ce que les députés, contrairement à ce que dit Montesquieu, ne représentent pas le citoyen. Les députés trahissent les volontés de ceux qui lui ont fait confiance. CQFD, comme on disait autrefois dans les bonnes écoles, ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez comment tout ça, ça s'enchaîne. L'escroquerie démocratique. Et puis aussi une chose qu'il faut faire remarquer quand même. Je reviens là-dessus parce qu'il faut tout de même rappeler les choses essentielles sur le sujet. Vous savez très bien que selon les majorités ou les gouvernements qui occupent le terrain, on nous concocte des types de scrutins différents, avec des doses de proportionnelles ou pas proportionnelles, etc. Or, comment se fait-il que selon le type de scrutin, on puisse obtenir des résultats différents? Il y a un petit problème là quand même.
Où est l'honnêteté du vote du citoyen s'il suffit de changer les règles pour obtenir des résultats différents, voire contraires? Vous voyez, tout ça, c'est d'une cuisine. C'est la cuisine démocratique. Bien, je regrette beaucoup, mais les plats sont gâtés. Et voilà, c'est tout cela que le bon peuple ne comprend pas, ou peut-être commence tout de même à comprendre un petit peu, puisqu'on nous dit quand même qu'il y a une majorité de Français qui ne font plus confiance à leurs hommes politiques. Il serait temps. Le problème, c'est que le système est très malin pour proposer des nouveautés. Alors on a eu, il y a quelque temps, on a eu Sarkozy qui apparaît brusquement comme une marque de lessive. Et puis aujourd'hui, on a un certain Macron, sorti des cartons, à propos. Donc tout est fabriqué. On ne se base plus sur l'expérience des gens. Et le pire, prenons l'exemple de Macron. Sarkozy, c'était la même chose. Prenons l'exemple de Macron, qu'on nous présente comme un homme neuf. Ah bon? Ça s'appelle faire du neuf avec du vieux. Parce que quand même, il a été ministre de M. Hollande, Valls-Hollande, en tant que ministre des Finances. On nous le présente comme un homme neuf qui va remettre les finances de la France en ordre. Et pourquoi il ne l'a pas fait quand il était aux affaires? Non mais, écoutez, vous ne croyez pas que, franchement, on a abaissé les Français, on a abaissé leur QI à un niveau inimaginable. C'est élémentaire, ça, dirait Sherlock Holmes à Watson. C'est élémentaire. Et apparemment, ça n'effleure la cervelle de pas beaucoup de Français aujourd'hui, qui, nous dit-on, sont prêts à voter majoritairement pour Macron. C'est magnifique. C'est magnifique. Comme manipulation des esprits, c'est magnifique, mais il faut tout de même compter avec la bêtise humaine. Et là, franchement, notre pays est bien loti. Je vais maintenant me pencher plus précisément sur les péripéties des présidentielles. Et voyons comment les médias, donc ceux qui sont derrière, ont procédé pour tenter d'éliminer le candidat qui ne leur convient pas. Déjà, j'avoue que c'est plein d'enseignements. Et je vais essayer de vous faire partager mon étonnement à ce sujet-là. Déjà, le triomphe inattendu de François Fillon aux primaires avait jeté une douche glacée sur certains. Les sondages, franchement, c'était pas glorieux. Si ce n'était Sarkozy, c'était Juppé qui allait arriver, et patatras, c'est Fillon qu'on croyait complètement oublié, qui apparaît brusquement. Calamité, c'était pas prévu dans les annales. Et on peut considérer qu'il y a eu 3 étapes dans l'attaque contre lui qui allait progressivement émerger. La première phase a été de faire accroire au bon peuple que son programme économique allait appauvrir les plus pauvres. Ah bon, parce que le programme de Sarkozy et de Hollande n'avait pas déjà particulièrement bien programmé à cela. Donc, toute une campagne à ce sujet-là, et je dois dire qu'une certaine Marine Le Pen y a gentiment contribué aussi. Évidemment, François Fillon pouvait être un candidat dangereux pour elle. Enfin, elle aurait pu avoir au moins l'élégance de se dire qu'elle était
dans le même tourmente que François Fillon du fait des attaques médiatiques. Eh bien, bon, de toute façon, on en reparlera tout à l'heure. Donc, première étape, faire croire que dans le programme de François Fillon, ça allait être les plus pauvres, les classes moyennes, etc., qui allaient trinquer. Sécurité sociale, c'est tout juste si on ne disait pas qu'il n'y aurait plus de sécurité sociale. Enfin, mentez, comme disait Voltaire, il en restera toujours quelque chose. On allait s'en rendre compte, effectivement. Et dans le même temps, on commençait à nous créer le personnage Macron. Alors, Macron, d'accord, bon, moi je veux bien, mais qui est Macron? Alors, Macron, ancien fonctionnaire, mais associé aussi, de la banque Rothschild. Or, pour être associé à la banque Rothschild, en général, cela veut dire qu'on doit avoir quelques réserves. C'est pas vous qui avez suffisamment de réserves sur votre compte pour pouvoir être accepté comme associé à la banque Rothschild, ou vous. Donc il émerge, homme nouveau, porteur des valeurs de la République, de gauche, etc., venant d'une banque supranationale. Et que fait ce monsieur Macron? Entre autres choses, parce qu'on ne connaît pas tout, bien entendu, mais enfin, j'ai tout de même relevé 3 jolies choses intéressantes à son sujet. D'une part, la vente aux Chinois de l'aéroport de Toulouse. D'autre part, la vente d'une partie de Alstom à l'américain General Electric, à un prix dérisoire, disent les spécialistes. Et puis la vente de SFR à son grand ami Patrick Drahi, qui est franco-israélien. Franco-israélite, si vous préférez. Vous avez raison. Israélo-français, plutôt. Oui, israélo-français. Donc, c'est déjà, ça vous met déjà en appétit, je dirais plutôt, ça nous met en garde envers un individu qui est censé remettre les finances de la France en ordre. Ce n'est pas les finances de la France, ça va être au bénéfice de la finance plutocratique, si je me fais bien comprendre. Et puis, ne serait-ce que sur le plan politique, ces dernières déclarations jettent tout de même un éclairage assez particulier sur l'individu. Celui qui vous dit, et ça rejoint ce que disait Éric Besson ou Sarkozy que j'ai cité tout à l'heure. Quand Macron vous dit, il n'y a pas de culture française. Ah bon. Donc tout ce que nous avons connu, connaissons encore tout de même un petit peu de culture française, toute notre littérature, notre architecture, nos peintures, ne serait-ce qu'on peut aller au Louvre pour aller voir ça, il n'y a pas de culture française. Et c'est ça qui est censé représenter la France. Mais il représente quoi, la France, où le mondialisme en marche? Et puis cette autre perle sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Je pense que vous connaissez tous cette fameuse déclaration dans laquelle il a dit que la colonisation française avait été un crime contre l'humanité. Mais vous n'avez eu que cette partie-là de sa phrase. Sa phrase est tout autre et beaucoup plus complète. Dans lequel il dit que je vous retrouve ça parce que ça vaut son pesant de cacahuètes.
Vous êtes bien assis? Préférable. Donc ça date du 15 février en Algérie, lors de son voyage. Donc on vous a dit simplement la colonisation a été un crime contre l'humanité, mais sa phrase complète est ceci. Chaque famille de pieds noirs pourra désormais être poursuivie pour crime contre l'humanité. J'en prends l'engagement devant vous. Faites connaître cela autour de vous. Donc vous voyez, vous croyez avoir, et vous vous réjouissiez d'ailleurs, enfin, façon de parler, vous croyez que pour une fois, la presse avait été honnête en vous donnant une petite partie de la phrase. Mais la phrase complète est encore beaucoup plus significative. Bon, je reviens à François Fillon et à la deuxième étape de l'offensive contre lui. Tout ça est tout de même très intéressant à analyser pour comprendre le dessous des choses. Vous avez commencé par un commentaire haineux de Challenge, ou Challenge si vous voulez en français, du 4 janvier 2017. Donc c'est un magazine financier proche d'Emmanuel Macron, et qui avait relayé un commentaire absolument, je l'ai vu en plus de ça, je l'ai vu en direct sur TF1, commentaire de Gilles Boulot, qui n'avait cessé de tenter de déstabiliser le trop catholique François Fillon à leur goût. Et Challenge écrivait sous la plume haineuse de Bruno Roger Petit un individu que je recommande à votre attention. Il faut le marquer sur les tablettes pour le jour où. François Fillon est le candidat de la droite Manif pour tous. Son équipe de campagne ressemble à une procession de la Pentecôte. Ce n'est pas faux. Mais est-ce que vous comprenez la haine qui est sous-jacente à cette phrase ? Et ce même individu, ce Bruno Roger Petit, avait déclaré le 10 septembre 2015 à l'antenne de Radio Classique, qui certes donne de la bonne musique, mais je vous signale qu'elle est une radio juive, fondée par un des Schreiber. Et si vous observez bien les morceaux de musique que l'on vous sert, quels sont les interprètes, vous chercherez et vous compterez sur les doigts d'une main les interprètes qui ne sont pas juifs. N'allez pas me dire que je suis un obsédé, c'est la triste réalité. Donc, déjà le 10 septembre 2015, à l'antenne de Radio Classique, ce Bruno Petit avait déclaré « On est sur des crispations identitaires débiles. On entend sans arrêt parler des racines chrétiennes de la France comme si c'était un monde de vertu et de bonheur. Alors que tout le monde a oublié que les catholiques ont massacré tout le monde dans ce pays pendant 700 ans. Et que, justement, la philosophie des Lumières et la Révolution nous ont débarrassés de cela, parachevés par la loi de 1905. Comme on dit à propos des débats à l'Assemblée nationale, applaudissements dans les bancs. Voilà ce que représentent ces gens et ce que représente l'offensive contre François Fillon. La Vendée, c'est tout l'inverse. Et telle est la logomachie républicaine contre nos racines nationales et religieuses, qui occulte que si les catholiques ont réglé certains comptes avec les protestants,
c'est que auparavant, les protestants avaient massacré quelques bons nombres de catholiques et brûlé des églises. Alors certes, je ne vais pas me féliciter de la Saint-Barthélemy, qui a été, comme toutes les réactions primaires, une réaction primaire, mais à qui la faute? Sinon à l'orgueil d'un certain Martin Luther. Ce même Martin Luther qui, ayant compris comment il avait été manipulé par les Juifs, avait écrit en 1543 un pamphlet. Alors là, il serait bon pour le bûcher aujourd'hui, des Juifs et de leurs mensonges. De leurs mensonges. Non, mais vous voyez, c'est amusant l'histoire quand même. Les retournements, comment on voit des gens qui se sont trompés et qui à un moment donné se rendent compte qu'ils ont été manipulés et qui se retournent. Comme quoi, rien n'est jamais perdu. Mais il faut expliquer. Donc tout cela sent la loge, l'arrière-loge et la synagogue. Dans la mesure où François Fillon est régulièrement attaqué sur son engagement catholique, qu'il revendique, d'où cette attaque, d'où, entre autres, j'allais l'oublier celui-là, l'attaque haineuse de Vincent Payon. Vous savez qui c'est, quand même. Dans son livre, La Révolution française n'est pas terminée. Vous voyez la logique. En fait, chaque clan a sa logique. Mais contrairement à ce que voudrait Marine Le Pen, ce n'est pas miscible. On en reparlera tout à l'heure, si vous voulez, au moment des questions. Et vous comprendrez, dans ces conditions, que pour eux, la perspective d'avoir éventuellement un président de la République qui s'affirme catholique, mais quelle outrecuidance dans une république judéo-maçonnique. Et François Bayrou. Et François Bayrou, qui enjoignait, il n'y a pas tellement longtemps, à Fillon de mettre un terme à sa dérive catholique. Vous ne trouvez pas ça magnifique quand même? Ça, c'est vraiment fort de fort. Et il se dit catholique, cet individu. Dérive catholique. Voilà, donc ça a été bon, on en est là maintenant à cette dernière phase de l'offensive contre Fillon. Alors je dois vous dire qu'avant de me décider à prôner le ralliement, je dirais, le ralliement à François Fillon, j'ai longuement hésité avec mes amis, on a bien étudié les programmes, et il y a surtout une chose qui nous a fait basculer, c'est la constatation, mais toute simple, c'est d'une logique élémentaire. Comment se fait-il que François Fillon, qui est issu du système, soit à ce point attaqué par les gens du système? Cela veut dire qu'ils ne le reconnaissent plus comme un des leurs. Et ça doit nous faire réfléchir. Alors, il n'est pas parfait. C'est certain. Et je vais vous citer, parce que bon, je n'ai pas à lui tresser des couronnes de fleurs. Il a aussi ses défauts. J'en ai parlé ce matin avec Diane et avec Jean, dans notre entretien. Je leur ai appris une chose qu'ils n'avaient pas vue, d'ailleurs, c'est tout récent d'ailleurs, c'est que François Fillon a été invité par le CRIF. C'est la façon, évidemment, des instances juives de mettre sous pression les hommes politiques français. Tu t'alignes et on sera plus ou moins accommodant avec toi, sinon, pampan. Et François Fillon, faisant cette déclaration, comme quoi, finalement, le judaïsme n'était pas incompatible avec notre civilisation, etc. Alors, quand on prend la chose brute, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est allé dire là encore?
ça fait pas plaisir d'entendre ça quand même, quand on sait ce qu'il y a derrière tout ça. Mais, si vous étudiez bien cette déclaration, en fait, il n'a pas tout à fait tort. Parce que si on se place sur le plan du judaïsme de la Bible, avant que les Juifs refusent le Christ, à la limite, la loi mosaïque n'était pas répréhensible. Donc, on peut considérer que François Fillon n'a pas dit de quelque chose de contraire à sa conscience. Dialectique. Dialectique. Vous voyez, il ne faut jamais juger les choses à chaud. Que pouvait-il faire d'autre? Alors, de deux choses l'une, où il décidait de ne pas y aller. Et automatiquement, on le traitait encore plus de ceci, de cela, nazi, nippo-fasciste, tout ce qu'on voudra en plus, catholique, évidemment. Donc, le choix était y aller, pour dire, voilà, je ne suis pas de mauvaise volonté, bon, on peut dialoguer, et puis, bon, faire le petit salamalek pour faire plaisir. Et que croyez-vous que fait un Vladimir Poutine quand il accueille au Kremlin Benjamin Netanyahou? Il le fait aussi en lui envoyant une gentille petit avertissement, en lui offrant un livre qui s'appelle « Les guerres des Juifs », qui est tout simplement le résumé des guerres bibliques des Juifs qui ont exterminé les autres populations autour d'eux. Les Arméniens. Alors on dira, ah oui, mais Poutine a accueilli, je vois dans le milieu, certains disant, mais vous vous rendez compte, Poutine et les Juifs, il a accueilli Benjamin Netanyahou. Mais il faut regarder les choses au-delà. Moi, j'avoue que je me délecte. Voir comment, à partir d'une situation qui paraît verrouillée, on peut, je dirais pas la retourner, mais en modifier l'éclairage. Et une phrase qui m'a frappé, elle a dû frapper aussi les milieux juifs, c'est quand il a été, là aussi, amené quasiment de force, au musée de la Shoah à Paris. Et il en sort avec ce commentaire en disant, à propos de la Shoah, oui, effectivement, mais les liens autour de cette affaire-là ne sont pas aussi clairs que cela. À peu près un truc dans ce goût-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que l'histoire officielle n'est pas aussi claire que ça. Fillon a dit ça. C'est dans le dernier numéro de La Politique, je crois. Vous savez, quand je décide de soutenir quelqu'un, c'est après avoir bien scruté tout. Hein. Je ne m'embarque pas à la légère. Donc, vous voyez, il y a moyen de tout dire. Avec un petit sourire goguenard, à la Poutine, et je dirais presque aussi à la Fillon, parce que quand on voit ses mimiques, on a l'impression à certains moments qu'il se fiche du monde. Donc, on ne saura, je saurai, moi et mes amis, vous, on ne saura quel est le véritable Fillon que le jour où il sera au pouvoir et ce qu'il en fera. C'est un pari. Mais on n'a pas mieux. Ah, si on avait mieux, je vous le dirai. Si vous avez mieux, vous me le direz. Bon, allez, continuons là-dessus. Donc, on est arrivé, évidemment, à la troisième phase, beaucoup plus violente et vicieuse, cette histoire de montage autour de Pénélope Fillon. Alors, premièrement, les chiffres qui ont été annoncés dans le public pour horrifier le bon peuple fait état de sommes évidemment assez considérables, mais qui sont des sommes d'abord, pour commencer, brutes, pas nettes. Et que ensuite, c'est sur des années d'activité, ce qui réduit en fait les mensualités à moins de 3 000 € par mois. Ah, est-ce que les médias vous l'ont dit? Apparemment non. Bon, donc premier élément d'appréciation. Et alors, si Madame Fillon avait occupé un emploi fictif,
le travail de parlementaire de son mari n'aurait pas été fait correctement. Ou alors il a fallu qu'il paye quelqu'un d'autre à la place de son épouse, mais de sa poche. Puisque ce qu'alloue l'Assemblée nationale comme le Sénat aux députés ou aux sénateurs, c'est une somme calibrée, sur laquelle il y a des impôts qui ont été payés. Donc, s'il avait dû payer quelqu'un d'autre pour faire le travail que ne faisait pas son épouse, il aurait dû le payer de ses propres sous. Donc, où était l'enrichissement personnel dont la presse fait état? Donc il n'a pas payé, elle a fait le boulot. Elle a fait le boulot. Non, mais vous voyez la manipulation? Et alors, heureusement, il y a tout de même des journalistes. Pas des journalistes, oui, il y a des journalistes, il y a des chercheurs. On a su comment était sortie cette affaire, et on voit tout de suite d'où ça sort. De l'intéressé lui-même, le tout premier intéressé, c'est-à-dire Macron. Et je vais vous citer, j'ai donné les références dans le dernier numéro de La Politique. L'origine de l'affaire remonte à Thomas Cazenave, pas Cazeneuve. Cazenave, ex-directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et nouveau secrétaire général adjoint de l'Élysée, en remplacement de Boris Vallaud, le mari de Najat Belkacem. Tiens. Qui a remis les documents à François Hollande, qui à son tour a transmis ce dossier à Ganzer en lui disant « Faites-en bon usage ». Or, Gaspard Ganzer, proche de Dominique Strauss-Kahn, doit son poste à l'Élysée à Emmanuel Macron. Ah tiens. Le 9 janvier, Gaspard Ganzer rencontre Michel Gaillard, directeur de la rédaction du Canard enchaîné, et ami de longue date de François Hollande, pour lui remettre les documents. Alors là, je donne les références. Le dossier est confié à Éliane Houlette, procureur du parquet national financier, une sympathisante socialiste nommée par François Hollande, sur recommandation de Christiane Taubira. Alléluia. Comme garant d'impartialité, on aurait pu rêver mieux quand même. Et en fait, cette pseudo-affaire Fillon, Pénélope Fillon, François Fillon, n'est que la poursuite de cette tentative de déstabilisation qui avait commencé l'année dernière avec l'affaire Jouillet. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. En fait, en résumé, ils avaient tenté de faire croire que Fillon, vous admettrez que tout de même, c'est curieux quand même, était tellement bien avec Hollande qu'il serait allé lui demander d'activer les choses contre Sarkozy. L'affaire est tombée à plat et ils n'ont pas eu le résultat escompté, mais quand même, il faut remarquer que déjà à ce moment-là, déjà en 2016, avant même les primaires de la droite, Fillon était déjà en ligne de mire. Ça veut dire quelque chose. Et alors, il est sorti quelque chose, je ne sais pas si vous en avez eu vent, mais vous allez le voir maintenant. 13 juristes ont dénoncé dernièrement, ça doit remonter à 15 jours environ maintenant, ont démontré qu'il y avait un véritable coup d'État institutionnel contre Fillon. En soulignant que les infractions au code pénal dans l'affaire des emplois fictifs dont on l'accuse, c'est Atlantico, le site Atlantico FR du 19 février 2017 qui le révèle, ils font le raisonnement suivant. Le parquet national financier qui a instruit l'affaire, il dit, mais non, c'est pas du tout au parquet financier de faire ça. S'il y a eu une infraction de la part de Fillon et de son épouse,
C'est à l'Assemblée nationale de créer une commission. Parce qu'après tout, ce sont les fonds de l'Assemblée qui sont en cause dans l'affaire. Et quand Marine Le Pen se fait accuser par la communauté européenne d'avoir fait des emplois fictifs avec son chauffeur et une de ses secrétaires, c'est quoi? Eh bien, c'est une commission du Parlement européen qui donne l'argent qui se retourne contre elle. Donc, ce n'est pas le parquet financier, c'est l'Assemblée qui aurait dû faire cette démarche, qu'elle n'a pas faite. Et même je ne sais pas comment on appelle, c'est pas le modérateur, celui qui est chargé de voir s'il y a des fraudes ou pas, a dit que ce qui avait été fait par Fillon et son épouse était tout à fait normal, et on sait qu'il y a plus de 100 députés, dont un certain Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, qui en fait autant avec des gens de sa famille. Et puis aussi un certain Dupont-Aignan. Mais ça, on n'en parle pas. Ah, il est trop utile pour enlever des voix, soit à François Fillon, soit à Marine Le Pen. Donc vous voyez comment tout ça est trafiqué. Et j'en reviens au titre de ma conférence, l'escroquerie démocratique. Donc, pour ces juristes qui déclaraient nommément, en admettant qu'il y ait eu violation du règlement d'une assemblée parlementaire, une enquête n'aurait pu être menée que par le bureau de l'assemblée en cause. Clair et net. Et alors, pourquoi croyez-vous que ce parquet financier s'était saisi brusquement du dossier entre les mains de 3 juges? C'est que justement, de par l'avis de ces 13 juristes, tout le dossier monté par le parquet national financier allait être mis à mal. Parce que là, cette plainte invoquée n'était pas recevable. Vous voyez comment, hop, on se fait coincer, parce que c'est un montage, et on refile le bébé, si j'ose dire, à des juges nommés par qui? Nommés par qui? Qui est le ministre de la Justice aujourd'hui? Un certain Jean-Claude Urvoas, qui est quoi? Qui est franc-maçon du Grand Orient. On n'en sort pas. Juge et parti. Juge et parti. Bon, pour nous amuser un petit peu, si on peut dire, je vais revenir à Macron. Certains ont pu se dire « Ah, quand même !» La presse commence à parler de lui, on a parlé de son escapade à Las Vegas, etc. Ah bon? Oui, effectivement, il y a un petit truc curieux là. Ça ne semble pas avoir été très honnête. Mais c'est curieux qu'on n'ait pas parlé du fait que Macron aurait effacé une dette de 3,5 millions d'euros du Canard enchaîné quand il était à Bercy. C'est pas moi qui le dis, c'est un site au-dessous de tout soupçon, europeisraël.org. Pas joli ça. europeisraël.org qui révèle qu'Emmanuel Macron a effacé une dette de 3,5 millions d'euros du Canard enchaîné quand il était à Bercy. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Coïncidence. Or, cette information pourtant capitale, l'avez-vous vue ou entendue
sur nos chaînes. Je trouve que le mot chaîne, d'ailleurs, correspond tellement bien à la réalité. Donc, vous voyez, on sort une toute petite affaire pour donner à croire au bon peuple qu'on est impartial, qu'on traite tout le monde de la même façon, mais on oublie les choses les plus significatives. Et il y a mieux encore. Il y a mieux encore. Il y a par exemple un livre qui vient de sortir qui s'appelle « L'enquête sur les secrets du ministère des Finances » des journalistes Frédéric C. et Marion Lourd, selon lesquels Emmanuel Macron aurait aussi employé les moyens du ministère des Finances pour ses dîners de campagne. Et le 24 janvier dernier, tout ça je cite, 24 janvier dernier, Philippe Vigier, président du groupe UDI, tiens, pour une fois, UDI sort quelque chose de correct, à l'Assemblée, a accusé 120 000 euros de crédit du ministre à Bercy ont été utilisés pour des ACAP d'En Marche pour réunir tel ou tel pour préparer sa campagne présidentielle. Lui qui nous expliquait, toujours citation, lui qui nous expliquait dans une déclaration que pas un seul euro d'argent, la main sur le cœur bien entendu. Tiens, c'est pas le signe maçonnique ça par hasard? Donc pas un euro d'argent public ne serait utilisé pour sa campagne. Manifestation, disait ce Philippe Vigier, c'est un mensonge. Macron aurait reçu sur son temps professionnel dans l'enceinte du ministère des écrivains, des journalistes, philosophes, politologues, notamment au cours de dîners, parfois deux par soir. Quel estomac entre nous, hein. Cela sans rapport avec ses activités ministérielles. On voit ainsi le deux poids et deux mesures entre les accusations non fondées portées contre François Fillon, répercutées sans arrêt par tous les médias, et ce silence bienveillant envers M. Emmanuel Macron. Et puis, venons-en à ses appuis, parce que là, franchement, ça devient drôle, si on peut rire encore. Alors, quelques noms, parmi les plus connus. Cohn-Bendit, Julien Drey, Jacques Attali, Alain Minc, Claude Bébert d'AXA. Tiens, c'est curieux, on nous disait pourtant que Fillon, c'était AXA. Ah ben non, Bébert, c'est Macron. Non mais, vous voyez, la manipulation et le mensonge constant pour donner une mauvaise image de quelqu'un. Bon, je continue. Claude Bébert, AXA, Xavier Niel, Le Monde, Marc Simoncini, alors, pour ceux qui fréquentent les milieux de rencontres mythiques. Non, vous n'êtes pas intéressé? Essayons de rire quand même. Claude Pêche de Terra Nova. Patrick Drahi. Tiens, comme c'est curieux. Pierre Berger. Gérard Collomb, sénateur maire socialiste de Lyon. Et cette douce Christine Lagarde. Directrice du FMI, Fonds monétaire international, déclarée coupable par le tribunal pénal de la République dans l'affaire Tapie, mais pas punissable. Vous ne trouvez pas qu'ils ont le chic des formules? Coupable. Non, responsable, mais pas coupable. Fabius. Coupable, mais pas punissable. Christine Lagarde. C'est magnifique. Mais ce qui est intéressant au travers de cela, c'est de montrer à quel point cette femme est protégée. Donc, elle fait partie du sérail. Mais c'est pas le sérail des 1001 nuits.
Et là encore, leçon à en tirer, n'est-ce pas là la preuve de la collusion du parquet sous la direction de François Hollande, son ministre de la Justice, avec l'ancienne ministre des Finances de Nicolas Sarkozy. Vous voyez, tous les petits liens, toutes les petites chaînes maçonniques que l'on trouve dès qu'on creuse un petit peu. Et puis alors, là, une chose vraiment que je trouve, je ne vais pas l'apogée parce qu'on n'arrivera jamais à l'apogée avec ces gens-là. Parmi les appuis récents d'Emmanuel Macron, Robert Hue, mais aussi d'Alain Madelin, ancien d'Occident. Ah mais c'est magnifique ça. Alors, Robert Hue, ancien secrétaire, premier secrétaire du Parti communiste, mais avec une caractéristique particulière que je tiens à rappeler, c'est qu'il a été le premier à lever l'interdiction de double appartenance entre l'adhésion au Parti communiste et l'adhésion à la maçonnerie. Il faut le savoir. Alors vous voyez là encore le pont ou la chaîne qui relie, si vous voulez. Et alors voir autour d'Emmanuel Macron, non seulement les individus que je vous ai cités qui représentent la intelligentsia juive en France, quand même, entre Robert Hue, communiste, et Alain Madelin, libéral. Et comment est-ce que M. Macron va mener sa politique ? Vous êtes bien silencieux. Vers l'Orient. Le grand et le petit. Donc voilà ce que représente un certain Emmanuel Macron qui nous a été sorti comme d'une trappe, comme d'une petite boîte, pour en faire un homme neuf. Voilà ce que c'est. Et tel est le vrai visage du mondialisme. Et alors ? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, sa déclaration à Toulon, quand il a essayé de se justifier de sa déclaration faite à Alger, que je vous ai cité tout à l'heure. Quand il déclare au public toulonnais, qui est tout de même très, très, très à droite, où il y a pas mal de pieds noirs, il y a pas mal de harkis, leur disant ceci: peser la valeur de l'intelligence de cet individu qu'on nous vend, Monsieur Macron, disant ceci: parce que je veux être président, je vous ai compris et je vous aime. Je vous ai compris. C'est le couplet de l'âne. Mais quel imbécile! Mais quel imbécile! Et c'est ça qui serait chargé de diriger notre pays? Les cons, ça ose pas, hein. C'est même à ça qu'on va reconnaître. Alors, essayer de convaincre les Français en utilisant le mensonge gaulliste, mais quelle gageure! C'est fabuleux! Alors, en termes de cet exposé de ce qu'est réellement la démocratie telle qu'issue de la Révolution dite française, je voudrais tout de même esquisser un portrait de François Fillon. Tout au long des primaires de la droite, je me suis efforcé d'écouter les différents candidats, le crayon à la main. Et François Fillon tout particulièrement. Alors certes, c'est un démocrate, c'est un républicain, c'est un gaulliste, ce qui nous répugne formellement. Et je le lui ai
écrit. Et il m'a répondu. Si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant de relever, c'est qu'en dépit de cela, il arrive à délivrer au détour de certaines phrases des discours nationalistes. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler à propos de l'école. Oui. Le mettre de l'ordre, oui, très important. Quand il s'est élevé contre les programmes scolaires actuels, Oui, oui. qui ne datent pas d'ailleurs seulement de Najat Belkacem, hein. Oui, oui. Péon aussi était passé par là, et d'autres avant lui, y compris Bayrou. Déplorant que l'on ne fasse plus allusion ni à Clovis, ni à Jeanne d'Arc, etc. Je regrette beaucoup, il reprend le discours nationaliste que nous tenons. Et c'est ça qu'on lui reproche, entre autres choses. C'est ça, il touche à... Et quand il dit qu'il le veut, que désormais les écoliers soient tous habillés de la même façon, ça supprime les classes sociales à l'école, avec la surenchère vestimentaire qui ruine les parents. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça, auxquelles beaucoup trop de nos amis de la droite dite nationale ne prennent pas garde, et qui définissent tout de même le personnage suivant. Et c'est ça qui, entre autres choses, m'attire. Il met le doigt sur un certain nombre de solutions qui peuvent être viables. Pour autant qu'il arrive, bien entendu. Et ça va dépendre de nous. Et alors, il y a tout de même une chose assez fabuleuse, c'est de voir qu'en dépit de tout ce matraquage des sondages, manipulés bien sûr, les foules qu'il rassemble dans ses différents meetings. Et par exemple, j'ai noté l'un de ces derniers meetings, notamment celui de Nîmes le 2 mars dernier, où il avait, et je l'ai entendu de mes propres oreilles, où il s'était fait applaudir, mais un tonnerre d'applaudissements, il fallait entendre ça, pour avoir incité le public à afficher leur fierté d'être français. Mais combien d'hommes politiques osent dire ça encore aujourd'hui? C'est le contraire. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Et même la chaîne LCI, qui faisait la couverture de l'événement, était forcée de reconnaître, je cite, « le fantastique meeting de François Fillon à Nîmes ». Je ne sais pas si vous avez regardé les meetings de Macron, mais il n'y a pas beaucoup d'applaudissements. C'est curieux, on a comme une impression de déphasage entre ce que l'on nous dit des sondages de Macron et le public quelque peu tiédasse qu'il a, et pas très nombreux. Quant à la fameuse manifestation du Trocadéro qui a été un tournant, j'y étais. Et sur les réseaux sociaux, j'ai appelé à y aller. L'esplanade des Trocadéro, et j'y étais sur l'esplanade, était bondée, archi-bondée, et avec les parapluies, je vous garantis qu'on a été franchement serrés. Or, j'ai eu en plus le témoignage de nos amis qui, étant arrivés en retard, n'avaient pas pu trouver place sur l'esplanade et étaient dans des avenues qui convergeaient. Il paraît que sur 500, 800 mètres et plus, ces avenues étaient remplies. Donc le chiffre de 200 000 est au moins largement atteint. Il faut faire un calcul de surface, c'est très facile. Mais en tout cas, ça ne correspond pas du tout aux 40 000 annoncés par le pouvoir public. Bon. Or, cela a été obtenu en à peine 3 jours de mobilisation et malgré la météo. Donc ça aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que malgré tout le matraquage, il y a tout de même des Français qui réfléchissent, ça leur arrive. On verra la suite. Et alors, il y a eu le spectacle des faux culs. Ah oui, le ballet. Des faux culs. Alors là, le ballet. Et justement, c'est là que la manif au Trocadéro a tout gâché, si j'ose dire.
caché. Parce que, alors là, on était parti pour le plan B, retour de Juppé, et puis comme on sentait que Juppé n'était pas très chaud, on sentait derrière le petit Sarkozy qui se disait « Ah, si Juppé y va, moi je m'y verrais bien ». Le plan B comme Balkany, Et puis arrive le Trocadéro, plus de plan B, B comme Balkany. raté. Donc vous voyez, c'est assez amusant. Et alors, c'est, je dirais comme Balzac, c'est la comédie humaine. Voir tous ces barons des républicains, du gaullisme, s'enfuir les uns après les autres, comme s'il y avait eu un mot d'ordre. Pour qu'on puisse dire, vous voyez, il y en a 400 qui sont partis. Et qui, pas plus tôt l'affaire du Trocadéro arrivée, rapplique la queue, je m'excuse des termes, entre les jambes, c'est jouissif. Vous trouvez pas que c'est beau la démocratie quand même? Ça a des bons côtés. Le moment pas des bons. Et alors, il y a des petits malins, il y a toujours des petits malins. Un certain Pierre Lelouch, ça vous dit quelque chose, ça, qui sentant le vent du boulet, c'est le cas de le dire, proposait, évidemment c'était par peur que François Fillon puisse l'emporter éventuellement, de reporter les élections présidentielles. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure à propos du vote sur la Constitution européenne. Quand le bon peuple donne un mauvais avis, il faut le faire revoter. Et si on ne peut pas le refaire revoter tout de suite, on essaye de repousser l'élection, histoire de voir venir et de prendre des dispositions. Bon. Et alors, curieusement, Valeurs Actuelles, dans le numéro du 2 mars 2017, révèle, je cite, que le Conseil constitutionnel se serait réuni 2 fois fin janvier pour se pencher sur les possibilités de report du scrutin en cas de déstabilisation politique entraînant une insincérité de l'élection présidentielle. Vous trouvez pas ça beau? Insincérité. Parce que toute la campagne contre Fillon, c'est de la sincérité, ça? C'est écrit ça seulement. Insincérité. Et derrière ces termes, poursuivait Valeurs Actuelles, je cite, « La menace, retenez bien parce que ça va vous rappeler des choses que je vous ai dites depuis des mois, sinon même depuis 2 ans, quasiment, depuis quasiment l'affaire Mera. La menace d'une ingérence de la Russie que François Hollande lui-même a créditée dans un entretien au Monde, mais aussi un attentat terroriste à l'approche du premier tour, faisant muter l'état d'urgence en état de siège. Qu'est-ce que j'ai annoncé depuis des mois et des mois et des mois? Exactement la même chose, voyant qu'ils n'obtiendraient pas le résultat qu'ils veulent, bloquer l'élection présidentielle. Et l'état d'urgence, il est annoncé jusqu'en juillet. Oui, ça c'est ce qui est annoncé. Et ce qu'ils feront, Oui. on le verra. Oui. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que Valeurs Actuelles soit une revue particulièrement nationaliste ou quoi que ce soit. Mais voilà ce qui circule dans ces milieux politiques, il faut le savoir. C'est peut-être à l'étude. Il ne faut pas mettre le fer dans tous ces œufs dans le même panier. Hein. Il faut plusieurs fers au fond. Donc, si on voit, c'est exactement le même schéma. On essaye de rebattre les cartes, de gagner du temps pour voir comment on peut arriver à détourner une élection qui semble mal se présenter pour eux.
Voilà ce que je voulais évoquer avec vous, des enjeux cruciaux de la situation actuelle et sur ce qu'est en réalité cette démocratie inorganique dans laquelle nous vivons. Le seul moyen de rendre la vérité du vote du citoyen est de revenir à l'expression de son avis sur les choses qu'il connaît directement. Cela veut dire revenir à une structure corporative avec les modifications nécessaires vu évidemment l'avènement de l'industrie, etc. Mais le principe est là. Il faut que le citoyen puisse donner son avis sur les sujets qu'il connaît directement par son activité. Il en est à la fois l'acteur et l'usufruitier. Et on n'a pas besoin de presse qui coûte cher, avec les lobbies qui sont derrière, pour qu'il puisse comprendre quel est son intérêt, puisqu'il vit au contact de la réalité. Il me semble que c'est clair. Alors vous me direz, mais jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, vous sembliez prôner le vote en faveur de Marine Le Pen. Oui. Mais ceux qui sont abonnés à la politique auront vu avec quelque stupeur, je suppose, une déclaration de maître Gilbert Collard. Alors, c'était devant donc Gilbert Collard, qui est membre du Rassemblement Bleu Marine, donc qui est la structure qui a été créée par Marine Le Pen en vue des présidentielles. Alors, c'était devant la Confédération des Juifs de France et Amis d'Israël. Les Juifs de France et Amis d'Israël. Alors, ils sont français ou ils sont israéliens? Ils sont caméléons. Peut-être le savoir, quand même. Disant ceci, dit Gilbert Collard, on ne peut pas défendre la France si on ne défend pas les Juifs, disait-il. Je considère que quand Marine dit la France aux Français, mais c'est la France aux Juifs. Alors, on pourrait dire, bon, ça c'est l'avis de Gilbert Collard. Mais qu'est-ce qu'on a observé après ? C'est que Marine Le Pen ne cesse de le traîner avec elle, à tous ses déplacements, y compris son déplacement dernièrement au Liban, comme une carte de visite. Et quand il déclare aussi qu'il a l'intention d'aider à procéder à l'élimination de ce qui reste de cadres nationalistes au Front National, est-ce que vous croyez que ça peut, moi et mes amis, me pousser à faire voter Marine Le Pen? C'est niet et définitif. Il n'y a rien à en faire, parce que à ce moment-là, autant mettre tout de suite en place un gouvernement du CRIF. Merci. Si vous avez des questions. Je vous signale que Isaac Le Chapelier a été guillotiné. À quoi? Isaac Le Chapelier a été guillotiné. Mais c'est ça qu'il y avait d'amusant. Mais rappelez-vous ma conférence Napoléon, Hitler, Poutine. Quand j'ai dit que le grand tort que nous avait fait Napoléon par sa normalisation de la Révolution, c'est qu'il les a empêchés de continuer à se guillotiner réciproquement. Ça aurait fait le ménage. Oui, alors je voudrais quand même signaler en ce qui concerne Fillon, c'est qu'il s'attaque à l'éducation nationale, mais il a attaqué les trissotins du pédagogisme. Or, l'éducation nationale, j'ai les derniers sondages, 63% des enseignants sont à gauche.
Ben, bien entendu, ben, évidemment. Ben, le mammouth, on sait ce que c'est. Oui, mais il y avait 4,5% favorables au Front National en 2000, ils sont 9% maintenant. Donc les moins de 30 ans, c'est en train de changer. Mais pour l'instant, les moins de 30 ans, ils sont très... Alors, il y a aussi une chose, parce que tout de même la réalité finit par ouvrir les yeux de certains, c'est que les enseignants, à force de se faire matraquer par les incivilités des chances pour la France, hein, finissent tout de même par comprendre. Mais il leur faut peut-être quelques baffes, quelques coups de pied, quelques coups de couteau éventuellement, ça aide, ça accélère le processus. Des fusillades. Ça viendra, ça viendra. C'est arrivé. Ah ben, évidemment, ça viendra. Alors, quel intérêt pour Marine de multiplier, je ne vais pas dire les GLQ, mais enfin de multiplier les ronds de jambes au CRIP, à Israël, etc. Alors que les Juifs sont hyper minoritaires comme électeurs, quel intérêt de dîner du... Alors écoutez, je crois que vous connaissez, puisque vous êtes abonné à la politique, en plus de ça, que vous êtes infidèle de ces réunions, vous savez très bien ce que je dis à propos de cette attitude qui est suicidaire pour elle. Suicidaire. Elle va perdre du monde aux élections. Hein. Je ne suis pas du tout sûr, je ne suis pas du tout sûr que les sondages la concernant soient honnêtes. À mon avis, on la gonfle. Et comptez un petit peu sur nous, on ne va pas lui faire la publicité. Observez un petit peu cette contradiction. Elle se dit patriote, anti-communauté européenne, c'est-à-dire courroie de transmission du mondialisme, etc. Et en même temps, elle veut faire ami-ami avec le monde juif, Israël et compagnie, qui sont le contraire, puisqu'ils démarrent. Elle va se déchirer en deux. C'est le grand écart. Donc, ça ne colle pas. Déjà, patriote. Comment ? Le terme patriote, déjà. Déjà, le terme patriote, je ne vous le fais pas dire, vous savez très bien ce que j'en pense. Ça suffit. Mais, bon, on pourrait dire qu'au moins le terme... Mais même ça, elle est en contradiction. Est-ce qu'elle est sincère? Oui. C'est possible. Est-ce que la connerie est sincère? Oui, C'est pas le début, attention, c'est pas la question. Depuis une semaine, donc il y a Célineau donc, qui est candidat. Donc, programme d'Asselineau. Non, Merci pour la question. mais j'ai quand même j'ai quand même une deuxième question. Je veux rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux élections qui peuvent éventuellement remporter. On a eu 3 attaques simultanément ces 2 derniers jours. Vous savez qu'il existe l'article 16 de la Constitution qui fait qu'en cas, on va dire, de crise majeure, le gouvernement ou le président de la République peut mobiliser les pleins pouvoirs et suspendre toute procédure. Mais c'est évident, mais on va vers ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, bon, vous avez fait allusion à Asselineau. J'espère que vous n'êtes pas partisan, parce que je ne vais pas en dire du bien. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas encore, on en a parlé pas plus tôt que ce matin, il s'est à des questions, parce qu'il est souvent mis, je crois que j'y suis un petit peu pour quelque chose, et parce que souvent des personnes de bonne foi me disent « Qu'est-ce que vous pensez de François Asselineau ?» etc. Je dis « Écoutez, c'est très simple, lui posez la question, quelle est sa position sur la maçonnerie ?» Asselineau. Il est franc-maçon lui-même? Attendez. Doucement. Pardon, excusez-moi. Et il a fait récemment une déclaration comme quoi parler du grand remplacement, de l'homosexualité, de l'avortement, etc., de la maçonnerie, c'était secondaire et qu'il ne fallait pas s'y attarder. Ah bon? D'accord. Et alors, cerise sur le gâteau, et c'est l'Express qui nous le révèle, il est marié avec une dame, une certaine Madame Coquard, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Il n'y a pas de hasard. Il a ses signatures. Voilà. Or, Asselineau a été sorti, lui aussi, des cartons, pour enlever quelques voix, soit à Fillon, en première ligne, il y a Fillon, et éventuellement Marine Le Pen. Marine Le Pen, rien qu'avec les bêtises qu'elle fait et qu'elle laisse dire, c'est suffisant. Elle va s'en mordre les doigts.
Rien que pour les parrainages, quand vous voyez, la dernière fois, il a eu, je sais pas, 4 parrainages, quelque chose comme ça. Et brusquement, la cagnotte s'est remplie. Ah, c'est magnifique, vraiment. Si c'est pas téléguidé, ça. Et alors, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux en promenant dans Paris, parce qu'il a fait très beau avant-hier, et j'étais déjà là à ce moment-là. Et je me suis promené de la gare de Lyon jusque du côté du boulevard Richelieu-Drouot, etc. Par des petits trucs comme ça, visant plus ou moins géométriquement le but que je voulais atteindre. Le nombre d'affiches au nom de Asselineau. J'ai été sidéré. Oui, moi aussi, j'ai regardé. D'où vient l'argent? Sur les périphériques aussi. Bah, D'où vient l'argent? à la campagne, C'est- c'est pareil. Hein. c'est Moi, je suis un bled de une 300 campagne euros obsessionnelle. des affiches, hein. D'où vient l'argent? Il y a Il y a des des partis partisans, que quand même. c'est de l'argent de ces comment on appelle ça, les... Donateurs, c'est ça. Alors, bon, on déplace le problème là. Quels sont les donateurs? Non, mais il se veut quelqu'un de très clair. Hein, puisqu'il Ah dit oui, pas, oui, oui, effectivement. Ben, 7500 c'est ce qu'on appelle la lumière maçonnique. Clair comme de l'eau trouble. Bon, autre question? Je voudrais Question, oui. remarquer une chose. Non, Mélenchon non plus. Il y a les élections françaises, il y a eu les élections hollandaises qui étaient intéressantes. Mais ce qu'il faut observer, ce sont les élections allemandes du mois de mai et les élections du mois de septembre au Bundestag. Et je ne sais pas si vous l'avez reçu, moi j'ai reçu par Internet, les propos qu'a tenus un dirigeant important de l'AfD à Dresde, sous les applaudissements, en disant qu'ils avaient assez d'être traités de salauds et qu'ils veulent connaître. Je connais. C'est le début de quelque chose Je connais. de très grand. Et moi je leur dis, méfiez-vous, quand l'Allemagne va vous péter dans la gueule, ça fera mal. Et je crois qu'on était au début. J'espère que ce sera un petit peu plus subtil que la fois précédente. Mais là, vous allez voir, moi j'ai l'impression qu'à partir de 2018, avec les élections autrichiennes, on va avoir en Allemagne, la contestation va... Ça va monter, c'est sûr. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, vous connaissez ma phrase, comme quoi le propre des faux principes est de porter en eux le germe de leur autodestruction. Le propre des faux principes est de porter en eux le germe de leur autodestruction. C'est satanique. Mais on est en train d'y arriver. Alors, le seul problème, qui va en profiter? Or, et c'est ça, par exemple, dans les élections hollandaises dernières, moi je ne suis pas du tout d'accord avec le personnage qu'on nous présente comme nationaliste, etc., extrême droite. C'est qu'une boîte garage, ce gars-là. Sioniste, déjà pour commencer, comme Marine Le Pen, comme tous ces mouvements soi-disant populistes. Mais ce qui est intéressant, c'est le courant. Alors, c'est ce que j'avais dit à propos de Trump, quand, par exemple, Diane me questionnait, qu'est-ce que vous pensez de Trump? C'était au début de sa montée, et je lui disais, je ne sens pas le personnage, mais ce qui m'intéresse, c'est la vague qui le porte. C'est ça qui est intéressant. Mais le problème, c'est que c'est mal incarné. Et on en voit le résultat. Bah oui. Avez-vous vu les différentes décisions prises par Trump et son équipe? Première déclaration, disant aux Russes, si vous voulez qu'on s'entende, il faut que vous vous retiriez de Crimée. Ah bon? Ça commence mal. Deuxièmement, bon, on le sait déjà depuis des semaines et des semaines, depuis que Trump est au pouvoir, l'envoi massif de troupes et de matériel lourd aux frontières de la Russie. Bon. Troisièmement, il y avait autre chose. Augmentation des dépenses militaires déjà. Oui, bon, ça va avec ça. Non, troisièmement, je vais passer une autre, que je sais qui est toute récente, l'envoi de Marines dans le nord de la Syrie, sous prétexte de combattre Daesh. Mais si les États-Unis combattaient si bien Daesh, comment se fait-il qu'il ait fallu les Russes pour faire le nettoyage? Qui bombardait-il? Les troupes de Bachar el-Assad, tout simplement. Et ils comptent bien continuer. Mais ce qui explique que le CRIF aime bien Marine, mais n'aime pas le front. Il se méfie. Mais quoi? Le CRIF, Le CRIF aime bien Marine, mais se méfie du front. Parce que quand on va en profondeur, avec l'histoire qui a lieu avec l'œillet, il se méfie. Et ils ont raison. Pourtant, avec son homme, là, c'est un juif, lui. Ah oui, oui, oui. C'est à Lyon. Oui, il n'y a pas 35 juifs. Bon, autre question?
Oui. Au sujet de l'émission qui aura lieu mardi soir sur France 2, sur Cache Investigation, donc ils vont traiter le sujet de la pédophilie dans les sphères catholiques. Ah, parce que dans les milieux francs-maçons et juifs, il n'y en a pas. Bah, il y a que ça. Oui, on n'aura pas d'émission sur le trafic d'organes et le trafic de drogue. Exactement. Dans les sphères juives. C'est très très bien de le rappeler. Et je l'ai signalé, par exemple, dans mon livre Le complot mondialiste, le scandale que l'ancienne responsable du tribunal pénal international avait dévoilé. C'est la Suissesse Carla Del Ponte, qui avait révélé ce trafic au départ du Kosovo. Attendez. Au départ du Kosovo, sur des prisonniers serbes dont on prélevait les organes ou qu'on assassinait tout simplement, on est plus vite servi encore, dont les organes étaient prélevés et étaient expédiés en Israël dans des cliniques spécialisées. Et là, pas besoin de vous faire un petit dessin de qui pouvait en profiter. Et ça, c'est officiel. Carla Del Ponte, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ancienne présidente du tribunal pénal international. Autre question, les nouveaux et nouvelles qui se cachent là derrière. Quoi? C'est tellement clair ce que je dis qu'il n'y a pas de question à poser. Oui. Encore, je voudrais compléter. Est-ce que je peux citer un extrait des protocoles des sages de Sion qui est en rapport avec votre conférence d'aujourd'hui? Je dirais presque tout. Alors en fait, c'est dans la 7e séance, c'est l'alinéa 6. Donc il est dit, en général, notre presse dévoilera les actes de l'État et de la religion, l'incapacité des goïms qui ne sont pas avec nous, donc M. Fillon, et elle le fera dans les termes les plus injurieux, afin d'humilier les chrétiens à leur tour, comme ils ont humilié notre race pendant des siècles. Voilà. Alors ça, c'est un faux. Reportez-vous à ma conférence sur les protocoles des sages de Sion. Je crois qu'il y a une main qui s'est levée. Oui. On a tous compris que les attaques contre Fillon, mais par contre je ne comprends pas très bien votre soutien, parce que votre soutien à François Fillon, je ne le comprends pas très bien, vu qu'il est invité du dîner du CRIF. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Par rapport à ce qu'il a fait avec Sarkozy, il n'a rien fait quand il était ministre de Sarkozy. Qu'est-ce que Poutine a fait quand il était sous Elstine? Il l'a bouclé. Il a attendu d'arriver au pouvoir pour faire ce qu'il voulait faire. Et qu'est-ce qui s'est passé pas plus tôt son arrivée? Une vague d'épuration, je crois que c'est le terme, de tous les oligarques dont je ne qualifierai pas la caractéristique commune. Ils sont en Angleterre maintenant. Donc vous voyez, mais faut jamais réagir au premier degré. Jamais. Bon, là derrière, décidément, hein. On est bien discret là derrière. Moi j'ai une petite question. Vous n'êtes pas à nouveau, mon cher. Êtes-vous prêt? Ah bon, d'accord. Êtes-vous prêt à parier qu'aucun... Comment? Êtes-vous prêt à parier qu'aucun pied noir, descendant de pied noir, votera Macron? Oh non. Non. Oh non. Non, il y a eu des précédents. Oh non. Bah, déjà, ils ont voté Sarkozy. Il a fallu que Sarkozy fasse son fameux discours, je crois que c'était déjà à Toulon, sur les pieds noirs et l'injustice qui avait été faite aux pieds noirs, etc. Et ces malheureux ont foncé tête baissée dedans. Qu'est-ce que vous pensez de Marion Maréchal Le Pen? On peut compter. Bah, je la préfère évidemment, c'est évident, mais elle aussi est très proche de Collard. On les voit tout le temps ensemble. Bon, elle a l'air sympathique, en plus de ça, elle n'est pas désagréable à regarder, même si elle a un œil qui dit zut à l'autre. Je la préfère à sa tante, quand même, mais enfin, je ne m'appuierai pas sur elle. Voilà, je vous le dis carrément. C'est peut-être la tante qui lui met Collard derrière elle. Comment? C'est peut-être la tante qui lui met Collard derrière elle. C'est pas exclu, mais enfin, vous voyez, si on me mettait Collard derrière moi, je ne sais pas si ça durerait longtemps.
Et lui, je me demande ce qu'il fout là encore. Il est là pour occuper la place, vous voyez, pour faire le ménage. Et pour informer. C'est une vigile de service. C'est une vigile Et de puis, bien, service. il l'a dit en plus de ça. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, ils le disent en plus de ça. Vous avez pas 25 jours. Il faut vraiment toute la bêtise de nos milieux pour pas comprendre. Allez, les petits nouveaux et les petites nouvelles, sapristi, remuez-vous. Ah oui, C'est intimidant, vous savez. Oh là, je suis intimidant, c'est vrai? Je suis intimidant. Oui. Une toute petite information, j'avais vu sur Internet une adresse mail, un site de Soros qui s'appelait moveon.org. Oui. Et j'avais fait l'association avec En Marche. Tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est peut-être une piste à suivre. Ah, tout à fait. Vous avez mis le doigt dessus. Tout à fait, mouvant. Tout à fait, c'est ça que ça veut dire. En marche. Oui, c'est ça. Petite situation rapide, mais bon. Daniel Conversano avait prévu de vous inviter dans son émission. Je crois qu'il a compris. Il a compris? Je crois qu'il a compris. Vous savez, il ne faut pas trop me chatouiller les orteils en général. Droite-gauche aussi. Alors. Surtout que quand on me montre les fesses, d'abord je suis pas pédé, et ça ne m'attire pas particulièrement. C'est peut-être que Sorel Comment? C'est pour ça que Sorel se sent peut-être un peu plus proche de Oui, ça je les laisse régler leurs problèmes entre autres, mais en tout cas, Conversano a essayé de répondre, mais il s'est vite calmé. Donc, on oublie, il y a d'autres choses plus importantes. Il a de bonnes analyses. Soral, je trouve. Soral, c'est quand même pas mal, il fait un bon boulot. Hein? Soral, il fait quand même un bon boulot, Soral. Ah, il fait du travail utile, mais le problème de Soral, c'est que là encore, c'est les contradictions qui me dérangent. Ah oui. On ne peut pas à la fois... je le répète d'ailleurs, je l'ai déjà dit et reconnu depuis longtemps, il publie, il a une bonne équipe autour de lui, il publie des livres intéressants, qui sont utiles pour le combat. Ça, je l'ai dit et je le redis constamment. Mais dans ses prises de position, il y a des choses contradictoires. Il faut qu'il choisisse à un moment donné. Il ne peut pas être ex-marxiste. Est-il toujours ex-marxiste ou pas? Ou marxiste tout court? Est-il toujours gaulliste? On ne peut pas être gaulliste et vouloir remettre de l'ordre en France. Ou alors, c'est qu'on ne sait pas qui était De Gaulle. Tout est là. Il a écrit des discours du Front National aussi, d'après ce qu'il dit. C'est pas une recommandation. Égalité et réconciliation, il faut savoir. Marion Sigaud, c'est Il y a derrière aussi égalité et réconciliation, Philippe Pénac. C'est quand même tenu par le Front National. Quelque part, il n'a pas trop le choix. Alors, tantôt il est au Front National, tantôt il est contre le Front National, tantôt il revient au Front National. Oui, mais ça, c'est pour créer l'ambiguïté, pour pas... Ah non, je regrette beaucoup. Non, dans un combat politique. Bon. Alors, à part, et vous allez vous dire, mais il se contredit. Dans l'approche que j'ai de François Fillon et que j'ai essayé de vous faire partager, je voudrais que vous intégriez cette notion. Nous sommes en démocratie. Et si on veut arriver au pouvoir, on ne peut pas dire tout ce que l'on pense. Et c'est là-dessus que je table par rapport à François Fillon notamment. Ceci dit, on n'est pas obligé de dire quelque chose de contraire à ce que l'on pense. Ou alors, on tourne les phrases d'une certaine façon, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure pour certaines déclarations de François Fillon, qui sont parfaitement ambiguës, qu'on peut voir dans un sens ou dans l'autre, selon le type d'auditoire. C'est pas une déclaration, oui, je vous aime, etc., etc. C'est beaucoup moins clair que ça, et comprendra celui qui voudra comprendre. Donc voilà, le vrai Fillon, on ne le connaîtra réellement que s'il arrive à être président de la République, et ce qu'il fera à ce moment-là. S'il tient ses paroles, notamment par exemple, sur l'éducation nationale, ça va provoquer un certain nombre de hurlements, et ce sera très révélateur. On verra, mais pour l'instant, je me répète, je n'ai pas de meilleure solution, et vous n'avez pas de meilleure solution, vous, à me proposer. Donc on fait avec ce que l'on a. Vous nous avez dit que vous lui aviez fait un courrier auquel il Oui. a répondu. Alors, exactement.
je lui ai envoyé un courrier. C'était juste avant, je crois, 48 heures avant qu'on apprenne qu'il avait été élu avec la majorité que l'on connaît, en lui disant, voilà, je ne suis pas gaulliste, mais textuellement, je ne suis pas gaulliste, j'anime la Société de philosophie politique et les cercles nationalistes, je vous appuie parce que j'estime que vous êtes un homme honnête et que vous voulez réellement, sincèrement relever la France, et à ce titre-là, c'est pour ça que je vous soutiendrai. Et je lui ai envoyé en même temps, dédicacé, mon livre, Le complot mondialiste. Suite à ça, il m'a répondu une lettre, alors en partie dactylographiée, une partie de sa main, me remerciant de mon courrier, me remerciant de l'hommage que je lui avais fait avec mon livre, qu'il lirait avec grand intérêt. Bon, ce sont des formules de cours, ça, c'est évident, je ne suis pas dupe quand même, mais terminant de sa main, bien à vous, François Fillon. Je préfère ça que le contraire, ou rien du tout. Il est prudent. Il est prudent, il dit c'est toujours ça. Et courtois. Donc je ne mets pas mon drapeau dans la poche, je dis voilà, tac, je vous soutiens pour telle raison. Point. Et puis commence la campagne où on le sent complètement déstabilisé. Il était KO. On sent très bien. Et ça confirme la notion que j'ai que c'est un honnête homme. Il a réagi comme un honnête homme auquel on reproche des malhonnêtetés et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il était KO. Il y a eu 15 jours de flottement. Et c'est au point... Alors j'en parlais avec mon épouse... Elle était furax, elle qui m'enguirlande toujours parce que je parle trop de politique à la maison. Dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont contre ce malheureux, etc. Et j'écris sur notre carte de visite un petit mot manuscrit à François Fillon en lui disant tenez bon. Il m'a répondu à nouveau en me remerciant en disant que grâce à moi et d'autres comme moi qui l'ont soutenu, il allait poursuivre le combat. Voilà, on en est là. Bon, de toute façon, vaut mieux ça, hein, parce que Macron, je crois que non. Ah ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Encore une fois, on n'a pas le choix. Le dernier sondage, il a baissé d'1 point. Oui, ben, à mon avis, plus que ça. Hein. À mon avis, plus que ça. J'ai eu le dernier ce matin, et Fillon a mis, donc l'écart se réduit. L'écart se réduit. On verra. Écoutez, on fait ce que l'on estime devoir faire. Et lundi, c'est important. Moi, je crois que c'est là qu'il va remonter. Quoi Fillon, lundi, le débat. Ah, moi j'y compte sur le débat de lundi soir. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le truc du Trocadéro, il y a eu le truc du Trocadéro, ça a calmé les troupes de l'autre côté. Hein. Ça, ils ne s'attendaient pas à ça, organisé en 3 jours. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça a été monté grâce aux jeunes de Sens commun, qui est une droitisation des Républicains, incontestablement. Moi je le vois à Toulon, ils organisent quasiment toutes les semaines actuellement des réunions. C'est pas mal. Bon, c'est pas tout à fait du nationalisme pur et dur, mais c'est pas mal. Et j'y vais. Ils m'y ont invité. Donc, je me répète, on fait avec ce que l'on a. Moi, ce que je veux, c'est trouver la voie qui nous permette d'inventer le mieux possible sans avoir d'opposition frontale. Quand je vois comment le Front National évolue avec un Collard qui promet de faire l'épuration des nationalistes, c'est plus possible. Donc, je veux bien avaler un certain nombre de couleurs, oublier un certain nombre de choses que je connais sur le Front National, parce que n'oubliez pas que j'en ai été un des cadres, et membre du comité central quand même. Hein, je les connais bien. Ben, j'étais prêt à passer sur un certain nombre de choses. Mais là, ces dernières déclarations, c'est plus possible. Mais par contre, je continue à recommander de rentrer au Front National parce qu'il faut viser l'après-Marine. Oui, elle sera engloutie par le courant qui la porte. Il faut viser l'après-Marine. Marion Maréchal aurait dit que Macron l'a terrifié. La terrifiée. Macron l'a fait. La terrifiée. Ah, la terrifiée. Comment? Elle n'est pas tombée sous le charme de ce beau garçon? Ou bien est-ce qu'elle a perçu des goûts différents? Il est gay, de toute façon, il est gay. C'est vrai qu'on a Brigitte quand même.
Il y a Delanoë et Berger qui est socialiste. Et le maire Et de Lyon, et de Lyon, et de Lyon. qui s'apprécie la corridor. Bon, pas d'autres questions? Bon, décidément, les petites nouveaux de l'arrière ou les petites nouvelles de l'arrière sont désespérément muettes. Hein. Je savais pas que j'étais si terrifiant. Bon, merci à vous. Et puis maintenant, si vous voulez que je vous dédicace des livres,